Et bienvenue au tout premier podcast des élus insoumis, insoumises, communistes et citoyens et citoyennes de la mairie d'Angoulême. Je suis David et autour de la table avec moi ce soir, j'ai Anna-Zilise. Bonjour. Mathieu. Bonsoir. Antoine. Oui, bonjour. Et Sacha. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous allez ce soir ? Ça va pas mal, hein. Bien. Fatigué, après il y a des petits yeux, on va pas se mentir, il y a des petits yeux autour de moi. Sacha, t'as l'air d'avoir fait beaucoup de vélo aujourd'hui, non ? Oui, on est parti à la commémoration à Fléac du génocide arménien. C'était Très bien. chouette. Et vous l'avez fait en vélo du coup ? Et on a fait l'aller-retour en vélo, Exact. effectivement. Ouais. Super. Sur le chemin de halage, on a la chance à Angoulême d'avoir un magnifique patrimoine fluvial. Puis on a utilisé le chemin de halage pour se rendre à la cérémonie. Impeccable. C'était très Donc là, agréable. vous êtes quand même un peu fatigué des cuisses, quoi, j'imagine. Exact. Oui. Très bien. Et donc vous avez rencontré l'association des Arméniens de Ah oui, Charente. du coup, oui. C'est ça, nous avons rencontré le président ainsi que certains membres de l'association qui nous ont partagé un peu les mémoires du génocide arménien et aussi à la fin, dans un autre registre, on a participé à un banquet, à un buffet. Il était bon ? Ce qui était très bon, Super. avec des spécialités arméniennes. Bon, mais merci pour votre petit programme de la journée. Donc, avant de démarrer, on va quand même remettre un petit peu de contexte, à pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui. Donc, notre liste est arrivée en seconde position aux dernières élections municipales à Angoulême, avec 32% des suffrages exprimés. Quand même. Donc, cette liste, c'était une union de la France Insoumise, du Parti communiste de Charente, et donc de citoyens et citoyennes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et grâce à ce résultat, on a pu, envoyer 7 élus à la mairie, dont vous 4 autour de la table. Et voilà, on est là pour parler des 2 premiers conseils municipaux qui sont déjà passés, ainsi que le premier conseil communautaire dont on parlera un petit peu plus tard. Donc vous avez du contexte. Je vais commencer avec une première question, on va dire un peu tranquille. On va commencer avec notre tête de liste, Anna-Zilise, peut-être pour nous raconter comment c'était pour toi d'être, on va dire peut-être cette chef de file de l'opposition à la mairie d'Angoulême. Alors bien sûr, impressionnant au départ parce qu'il y a quand même, J'imagine. on est à part Nicolas Baleno, pour toutes et tous, en fait, c'est la première fois qu'on est élu et donc la première fois qu'on entrait à la mairie avec ce devoir-là de représenter nos électrices et électeurs, mais aussi au-delà de ça, l'ensemble des Angoumoisines et Tout Angoumoisins. premier mandat à tous les 4, c'est ça, hein, on est bien d'accord en tout cas d'élus. Donc ouais. Donc forcément très impressionnant. Très impressionnant. Et puis, très vite aussi, s'est installée une autre ambiance qui là est beaucoup plus rigide en fait, parce que il y a un peu un effet de confrontation. On est les 7 d'un côté, donc ça fait un U dans le conseil municipal, D'accord. avec le maire donc tout au bout du U, et puis nous on est sur un bout de branche du U, et puis de l'autre côté, donc il y a le groupe d'opposition de Patrick Mardican et surtout donc une autre liste d'Angoulême, c'est ça qui était au deuxième tour avec nous, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Ok. La liste Place Publique et PS. Et puis des élus donc de Xavier Bonnefond. Et donc derrière, il y a une petite rangée pour le public. Les fans qui sont venus voir, dont moi, voilà, je tiens à le dire, j'étais présent à ces 2 Oui, premiers mais conseils. toi, tu es derrière nous parce que tu nous C'est vrai. soutiens. C'est vrai, j'étais là. Vous aviez en face de vous plein de gens, quoi. Donc du coup, c'est ça. Donc face à nous, nous avons aussi beaucoup de personnes qui soutiennent la majorité et qui ne sont pas toujours très favorables à nos prises de parole ou aux vœux qu'on peut proposer. D'accord. Donc forcément, voilà, d'entrée, ça commence, on va dire, un peu fort. Mathieu, toi de ton côté, c'était quoi le sentiment, on va dire, au premier, au deuxième ? Le premier, on en reparlera, mais c'est très protocolaire. Le second, on est un peu plus entré dans le vif du sujet, mais si tu devais faire quand même un bilan de ces 2 premiers, ce serait quoi le premier sentiment qui te vient ? C'est vrai que les 2 premiers conseils municipaux, comme tu l'as dit, c'est très protocolaire. On les appelle les conseils municipaux d'installation. D'accord. Le but, c'est déjà d'élire le ou la maire. Ensuite, de désigner les adjoints, les adjointes, et ensuite de voir tout un tas de modalités. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, on l'a pas redit ça, mais effectivement, au premier conseil municipal, en fait, les gens qui sont élus vont revoter pour savoir qui va être le maire. Donc donc bien sûr, ça reste normalement du protocole parce que le maire va être bien entendu élu par ses conseillers qui ont été élus avec lui. Même si on a pu voir que dans certaines villes, ça a pu arriver, il y a eu des coups de Trafalgar dans certains endroits en France où le maire a été dégagé, c'était assez marrant à voir, mais bon, chez nous, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et donc, notre maire Xavier Bonnefond a été élu. Donc ouais, voilà, c'est quand même un instant très très protocolaire et qui vient asseoir, j'imagine aussi un moment un peu solennel de dire bon voilà, le maire est en place et il démarre quoi son mandat. Oui, et à partir du moment où il a été élu, par le conseil municipal, il devient président de la séance et c'est lui qui préside les débats. D'accord. Pardon, je t'en prie, vas-y. Pardon Mathieu, je te coupe la parole.
Ah, voilà, ça commence, ils se coupent déjà la parole tous les deux. Oui, voilà, Très bien. ça témoigne de l'ambiance qu'il y a au sein de notre groupe. Voilà. Je redonne la parole à Mathieu. Allez, ouais, continue Mathieu. Non, voilà, et puis après, on voit un certain nombre de modalités. Pour faire très vite, on vote les indemnités des différents conseillères municipales. On voit aussi les délégations de pouvoir qu'on attribue au maire. Et ensuite, on voit aussi les sièges dans les différents conseils d'administration des structures qui sont tout autour de la mairie d'Angoulême, mais qui n'appartiennent pas à proprement parler à la mairie d'Angoulême, comme par exemple le théâtre, les centres sociaux. Les institutions qui sont tout autour, voilà, de la culture, des centres sociaux. Le CCAS. Plein de sigles. Le circuit des remparts, par exemple, aussi. Bon, Il y avait plein de choses. Effectivement, avec une ville aussi riche que celle d'Angoulême, avec plein d'événements et plein de choses, il y a forcément plein de choses à faire. Donc voilà, on est d'accord que ces deux premiers, c'était, voilà, on va dire de la mise en place. Antoine, toi de ton côté. Oui, vas-y, Mathieu. Mais, pardon, j'ai juste rajouté quelque chose, c'est que c'était très protocolaire, mais ce qui était intéressant, c'est que dès le début, on a souhaité, en quelque sorte, imprimer une patte, une manière de faire, et on a réussi, en utilisant les différentes possibilités qui sont données aux conseillers municipaux, par exemple, de faire des vœux, de faire des amendements. À ces premières délibérations de conseil municipal, et ça a permis de rendre ces deux premiers conseils municipaux moins protocolaires et de rentrer dans le vif du sujet et de rappeler que cette fois il y aura sûrement une vraie opposition à la mairie d'Angoulême. Donc c'est très bien Mathieu, tu as bien fait de le rappeler. Antoine, du coup de ton côté, toi c'est quoi ton ressenti sur ces deux premiers, on va dire, conseils? Il y avait vraiment la première chose en tout cas qui a frappé, c'était l'espace, je trouvais. L'espace qui est donc grande salle, un peu Napoléon, décorum. Le décorum est gigantesque avec la grande hauteur sous plafond qui sous le regard bienveillant du portrait de Macron. Sous le regard bienveillant du grand portrait de Macron qui trône sur la cheminée monumentale. Donc en fait, on a cette sensation-là que c'est un lieu de pouvoir qui n'est pas où les citoyens et citoyennes ne sont pas forcément les bienvenus. Et bien sûr, ils le sont dans les faits, mais en fait, cet espace qui écrase, cet espace du pouvoir fait que on se sent pas les bienvenus. Donc c'est un peu je pense que ça y joue beaucoup, en tout cas, cette sensation, cette atmosphère. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que je sais pas si vous avez regardé, en tout cas aussi je convie les personnes qui vont nous écouter à regarder un peu ça. D'autres conseils municipaux qui sont filmés aussi, on peut voir, c'est des salles qui sont beaucoup plus standards, on dirait des salles de lycée parfois dans certaines mairies où ils font ça de manière, on va dire, plus chill. Là on sent vraiment qu'il y a une dimension vraiment voilà, très royale, on va dire, voilà, je veux pas dire que c'est royaliste, mais voilà, il y a quand même c'est une musique très impressionnante, effectivement. Cette salle est magnifique, c'est vrai, mais impressionnante. Et ce qui rajoute aussi à cette sensation d'espace, que l'espace n'est pas du tout adapté à l'échelle humaine, c'est que donc le plancher de la mairie est assez fragile, donc on peut pas trop se balader à trop de nombre. Ça grince. Voilà, ça grince en plus. Donc on a un énorme vide, comme le disait Mathieu et Nazilis au début, on a un énorme vide au milieu de la salle, donc ça sépare encore plus les personnes en fait qui siègent. Bien sûr. Voilà, ça renforce cette sensation de vide et d'écartement. D'accord, ok. Je disais tout à l'heure que c'est un événement public, mais justement parce que le plancher est dans un mauvais état, en fait, il y a tout cet espace qui pourrait accueillir des citoyennes et des citoyens et qui, en fait... Qui n'est pas utilisé, du coup. n'est absolument pas utilisé. Et donc, la jauge reste quand même très limitée si vous voulez venir assister au conseil municipal. Pour le premier conseil, il y avait des gens qui étaient restés devant les portes un petit peu parce que... Ça, et moi j'étais en squat accoudé à un bureau pendant tout le conseil, donc c'est ça. Sacha, alors j'aimerais avoir ton avis, toi, et surtout en tant que Benjamin de ce conseil, parce que voilà, ça aussi c'est important de le dire. Oui, il y a dans ce premier conseil protocolaire, il y a un doyen, mais il y a aussi un Benjamin, et c'est toi l'élu le plus jeune de ce conseil. Comment tu te sens, toi, d'arriver là avec... Alors, c'est une position qui est bien sûr complètement anecdotique, mais il y a quand même un truc de se dire, d'arriver si jeune à être élu, c'est quand même quelque chose qui... c'est assez rare, donc j'aimerais un peu savoir quel était ton sentiment quand t'es rentré toi aussi dans cette salle. Alors j'avoue que j'ai pas eu trop de réflexion sur mon âge particulièrement. Non, mais ça c'est la barbe. C'est vrai. Non, par contre je rejoins beaucoup l'analyse d'Antoine en soi. Un certain rejet de par d'où je viens, le lieu me met pas à l'aise, et je pense que le lieu met pas à l'aise beaucoup de citoyens. Heureusement qu'on essaye de faire un travail de transparence, parce que je trouve que ça donne pas envie forcément de venir au conseil municipal, un lieu comme ça, surtout avec nos idées politiques. Voilà, ça instaure encore plus quelque chose dans l'administratif du conseil municipal. C'est
il faut le dire, très chef unique, bonapartiste, surtout comme ça s'est passé lors du premier conseil municipal où tous les pouvoirs ont été délégués. Et en plus, dans un lieu comme ça rajoute à ce côté-là, qui est plutôt contraire à ce qu'on essayait de proposer, c'est-à-dire une démocratie un peu plus participative, plus citoyenne. C'est moins accueillant là, oui, effectivement. Voilà, donc en soi, je rejoins l'analyse d'Antoine et par contre, fier de représenter notre liste, tous nos mouvements, toutes nos valeurs. Je pense qu'on a eu raison, comme le disait Mathieu, de proposer pour les 2 premiers conseils du coup un vœu sur des sujets d'actualité qui étaient donc la fermeture des classes et le moratoire sur les expulsions locatives sans solution de relogement. On va en reparler bien sûr. Ouais, évidemment. Et voilà, je pense qu'on a très bien travaillé les dossiers, même si c'était des conseils d'installation. Je pense que la majorité s'attendait à ce qu'on ne dise rien particulièrement parce que par habitude du début. Pourtant, on a épluché comment fonctionnent les administrations, les codes des collectivités territoriales, le règlement intérieur, tout ça. On avait des choses à dire. Effectivement, nos réflexions, nos propositions ne sont pas passées, étant donné qu'on est 7 sur 33. Mais effectivement... Sur 45, ouais. Ah oui, 7 contre 33 de la majorité, pardon. Sur 43. Voilà, sur 43, c'est 43 élus, 33 de la majorité, 7 de nous et 4 du groupe de Mardikian. Donc on est un peu seul contre... 32 de la majorité. 32 ? Bon, ça va. Le compte est bon, voilà, c'est chez vous. Un de moins, c'est déjà ça. Et voilà, globalement. Très bien. Donc, du coup, oui, voilà, une fois, j'imagine, ce premier, on va dire, sentiment, on va dire, de passer, moi, j'ai remarqué, en tant que témoin, en tout cas, des conseils, que, effectivement, des sujets ont été abordés. Et j'aimerais voir avec vous, pour reprendre un peu, on va dire, d'une manière, on va dire, très schématisée, comment se passe un conseil. Vous recevez, on va dire, un espèce de conducteur, on va dire, de conseil, de tout ce qui va être voté, et la place que va avoir la majorité pendant ce conseil, et la place que vous pouvez avoir aussi en tant qu'opposition, c'est-à-dire faire des vœux, faire des motions, enfin, ce genre de choses. Donc, j'aimerais savoir, qu'on parle un peu des premiers sujets, on va dire, qui ont cristallisé peut-être les tensions de ce début de mandat. Est-ce qu'on peut en parler et commencer peut-être par justement ce premier conseil? On a parlé des fermetures des écoles à Angoulême. Est-ce que, voilà, qui veut en parler? Qui veut démarrer avec ce premier sujet, peut-être? Mathieu, c'est toi qui as porté le vœu. C'est toi qui as porté le vœu, effectivement. Ouais. Donc c'était très intéressant comme moment parce que, déjà, il faut savoir que quand on s'installe, on a un peu parlé des impressions quand on rentre dans la salle du conseil. Il y a aussi tout le travail derrière que tu as mentionné, Sacha. Et c'est vrai que, en 10 jours, là en l'occurrence c'était une semaine, se rendre familier du règlement intérieur pour savoir quels sont nos droits, quelles sont nos possibilités pour intervenir, éplucher l'ensemble du dossier, c'est quand même très technique. C'est un délai qui est très très court très en plus. difficile, surtout quand on n'est pas familier avec tout ça. Et donc on a découvert que, on le savait un petit peu, mais on a vérifié dans le règlement intérieur, il y avait cette possibilité de déposer des vœux. Donc là, on a compris que la différence entre un vœu et une motion, c'était que la motion exprime une volonté d'un groupe au sein du conseil municipal, mais cette volonté n'est pas soumise au vote, et le vœu, à l'inverse, est soumis au vote. Et donc, ça propose que le conseil municipal, dans son entièreté, ou dans une partie, se prononce en faveur ou en défaveur de quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, c'était dans le contexte des restrictions, enfin de l'austérité imposée aux écoles en France par le gouvernement macroniste. Donc c'est une directive nationale et qui après est appliquée par les directeurs académiques des différentes académies. Et là, en l'occurrence, on savait qu'il y avait au moins 3 écoles à Angoulême dans lesquelles il risquait d'y avoir des fermetures de classes. Et donc, nous avons considéré que c'était du domaine du conseil municipal de s'exprimer fermement contre ces fermetures de classes, contre cette logique qui met en danger l'école publique et donc l'émancipation des jeunes citoyens, on va dire, et des jeunes citoyennes. Et on a proposé d'avoir un acte symbolique collectif en disant le conseil municipal s'exprime contre ces fermetures et ira activer tous les leviers possibles auprès notamment du directeur académique, mais aussi d'autres acteurs, pour que ces fermetures ne voient pas le jour. Quelle a été la réponse de la mairie? Et voilà. Des élus, en tout cas de la majorité? C'est que une motion ou un vœu, ça reste un acte symbolique. On exprime symboliquement un souhait. Et ensuite, on sait que le conseil municipal, parfois, n'a pas la compétence légalement pour agir sur ce fait qu'on critique. Et là, en l'occurrence, on sait que quand il y a des écoles primaires ou maternelles qui ferment dans une commune, le conseil municipal est compétent pour s'opposer, pour mettre un veto à cette fermeture. Par rapport à ça, très bien, d'accord, ok. Par contre, quand il y a une fermeture de classe,
il n'y a pas la possibilité pour le conseil municipal de s'y opposer. Très bien. Donc là, on savait que c'était proprement symbolique. Mais quand même, quand on a l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillères municipales d'une commune qui s'expriment contre une fermeture, on sait que ça a un poids important. Si en plus on sait qu'on a une mobilisation de la population, Bien sûr. ce qui était le cas, effectivement. et une mobilisation des parents d'élèves Et des enseignants. et des professeurs, parce qu'on a reçu des courriers et des sollicitations de leur part. D'accord. Donc voilà. En fait, la mairie n'a pas le pouvoir de s'opposer, comme tu viens de le dire, Mathieu, aux fermetures de classe. En revanche, le maire peut aller discuter avec le directeur académique. Et d'ailleurs, Monsieur Bonnefond nous a dit qu'il était en train de faire cette démarche-là pour rappeler l'importance de ces classes pour la ville. Seulement, le maire tout seul, il a beaucoup moins de poids que s'il vient avec le support des habitantes, des habitants, le support aussi de l'ensemble du conseil municipal, avec par exemple ce vœu qui aurait pu être voté par l'intégralité du conseil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Le maire, en fait, et son équipe ont refusé de voter ce vœu, et donc ont refusé le soutien du conseil municipal pour s'opposer aux fermetures de classes. Le message envoyé, là, il est quand même pas, voilà, il est pas génial, quoi. Le message est étonnant. Surtout- Vas-y, Sacha. Surtout quand il nous dit qu'il va négocier avec le DAZN et que sa propre majorité n'est pas pour. Et C'est compliqué et là, d'arriver il y a pour une- négocier en ayant il y voté a une contre. petite scène intéressante qui se passe, c'est que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux pendant quelques secondes. On se dit que va faire la majorité, puisque on fait comprendre au public et puis à l'ensemble des conseillers municipaux que c'est vraiment d'intérêt général, qu'il n'y a pas de pic qui est adressé à la majorité, qu'on souhaite vraiment avoir un message envoyé en commun. Et là, on voit un moment de flottement où les conseillers municipaux de la majorité se regardent entre eux pour savoir quoi faire, où le maire dit qui vote contre, personne ne lève la main, et là, le maire se rend compte de ce qui est en train de se passer et dit « Ah mais oui, on avait décidé de voter contre. Lève la main. » toute et la là, majorité lève la toute main. la majorité d'un seul homme Petit retard à l'allumage, se en tout lève- cas, voilà. lève la main et vote contre. Et je tiens à préciser, parce que c'est quelque chose politiquement qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, on a eu l'occasion de discuter un peu en off avec les membres de la majorité, et on leur a dit, pour nous, c'était une surprise. Parce que, évidemment, on savait bien que la majorité de Xavier Bonnefond ne souhaitait pas nous donner le point. Donner Bien le sûr. point au groupe insoumis, communistes et citoyens par rapport en opposition à la fermeture des classes. Par contre, on se disait peut-être qu'ils s'abstiendront pour dire nous on est dans l'action, vous êtes dans le symbole, patati patata. Or, ils votent contre, et c'est vraiment un acte politique différent. Donc le message qui est envoyé, c'est nous ne souhaitons pas avoir une prise de parole contre la fermeture des classes. D'accord, très bien. En fait, c'est une posture extrêmement dogmatique de la part de la majorité qui s'est opposée qui ne parlait pas de la question de la fermeture des classes, mais qui était là pour s'opposer au groupe des élus insoumis, communistes et citoyens. Parce que dans le précédent mandat, l'équipe de Xavier Bonnefond avait justement proposé un vœu contre la fermeture d'une classe au collège Michel Palais. C'est bien qu'ils sont quand même en accord avec cette donc, proposition-là, c'est mais bien. que venant du groupe d'opposition, c'était pas possible pour eux de voter pour, quoi. Voilà, effectivement. Mais du coup, ça présage. Enfin, c'est quand même quelque chose de curieux, c'est que il y a un rejet tel d'un groupe politique que on en vient à faire voter tout un tas d'élus. Parce que je dis faire voter parce que au final, c'est le doigt de Xavier Bonnefond qui a fait lever les autres doigts. Donc, on en vient à faire voter contre une opposition à la fermeture de classe. Et ça en devient simplement complètement dogmatique, comme disait Nazilis. Oui, Donc, en plus, ils auraient pu reprendre l'amendement, enfin le vœu à leur C'est compte. ça. Et nous, on l'aurait voté parce qu'effectivement, On est d'accord avec ça, trouve bien Et nécessaire. on peut se demander jusqu'à où ça peut aller, en tout cas au niveau des propositions. S'il y a des propositions qui, comme ils aiment souvent le rappeler, sont de l'ordre du bon sens, leur bon sens républicain qui est souvent à l'ordre du jour, et ben en fait, à quel moment vont-ils s'opposer? À quel moment vont-ils accepter nos propositions futures? On a hâte de découvrir ce résultat dans les prochaines années. Par rapport à, encore une fois, ces écoles, vu qu'on veut être un podcast un peu aussi pédagogique par rapport à ce que peut faire la mairie ou ne pas faire, il me semble que
les mairies subventionnent aussi parfois l'école privée au sein de leur ville. Est-ce que ça pourrait être aussi un sujet des villes de dire on finance beaucoup moins l'école privée pour être sûr qu'on va renforcer le public, parce que là il me semble qu'il y a aussi un peu une fuite dans une école d'Angoulême où pas mal de classes ferment parce que justement les parents mettent aujourd'hui leurs enfants dans les écoles privées. Est-ce qu'il y aurait pas un levier par rapport à ça aussi qui est possible? Je pose la question vraiment de manière innocente. Oui, c'est surtout c'est surtout un problème qu'on retrouve sur les écoles maternelles et primaires du plateau. D'accord, très bien. Le plateau, le plateau pour les gens qui ne seraient pas d'Angoulême, nous vivons sur un plateau entouré de remparts, voilà, et donc le plateau est le centre-ville, on va dire. C'est l'Himalaya. Voilà, c'est ça. L'un des plus hauts reliefs de Exactement. France, du coup. C'est plutôt un territoire plat à part Angoulême. Mais du coup, oui, sur les écoles du plateau, en fait, il y a quelques écoles maternelles et primaires publiques, mais qui, par manque de visibilité, petit à petit, effectivement, les effectifs réduisent, hein. Et même si on n'est pas pour la fermeture des classes, étant donné les directives nationales, malheureusement c'est sur ces classes-là que ça se porte en premier, parce qu'effectivement les parents vont préférer inscrire leurs enfants dans le privé, en tout cas sur le plateau, alors que il y a un enseignement vraiment de qualité dans les écoles publiques. Moi par exemple, Comtesse de Ségur, j'y ai fait ma maternelle. D'accord. Malheureusement elle est touchée par ces fermetures de classes, donc on pourrait, la mairie pourrait faire preuve, faire de la visibilité pour l'école, bien sûr, tout à fait. Et surtout, il faut que les enseignants et les parents d'élèves continuent les mobilisations. Et il y a une autre question sous-jacente aussi par rapport à ces questions de fermeture de classe, c'est-à-dire qu'une fois qu'une classe ou qu'une école est fermée, qu'est-ce qu'on fait du bâti ? Qu'est-ce qu'on fait du bâtiment ? Ça, c'est la compétence de la mairie, justement. Et ça fait partie des pouvoirs qui ont été délégués au maire. J'en viens au sujet suivant, donc du premier conseil municipal. En fait, dans tout premier conseil municipal, c'est le conseil municipal qui détient, je crois qu'il y a une liste, je me souviens plus, je crois que c'est 32 pouvoirs en tout, 36. Le compte est bon. Qui peuvent être délégués donc au maire, et qui souvent sont délégués au maire de façon pratique parce que ça permet d'aller plus vite, mais ce faisant, ça empêche de débattre de certains sujets, comme par exemple qu'est-ce qu'on fait de ces écoles si elles ferment ? Qu'est-ce qu'on décide d'en faire ? Est-ce qu'on décide d'en faire du logement social ? Est-ce qu'on décide de les vendre ? Est-ce qu'on décide tout simplement de les laisser se décrépir ? À l'abandon, voilà, bien sûr. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un pouvoir, malheureusement, qui va incomber au seul maire. Malheureusement, oui. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis, Anazilis. On est intervenu au premier conseil où, justement, on proposait de voter les délégations du maire. Donc, c'est vraiment très important, hein, parce que ça va être des pouvoirs que le maire va avoir en son nom propre. Même si on le sait, et il nous l'a bien rappelé au premier conseil, que c'est pas vraiment lui qui décide tout seul, parce qu'il y a les agents derrière et les agentes. Donc, on est d'accord que les délégations, on va dire, est-ce que tu peux nous donner des exemples de délégations ? Les délégations, c'est comme un joker. Ça va être le maire qui va pouvoir arbitrer seul, on va dire, seul ou plus ou moins seul, qui va avoir le fin mot d'une certaine histoire sans l'aval du conseil municipal. Par exemple, des travaux de voirie ou ce genre de choses. Travaux de voirie, ça peut être, mais surtout, par exemple, ce qui a été proposé, notamment, ça peut être d'accepter les dons et legs, tout simplement. Les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, selon le procès-verbal du conseil municipal. Alors, c'est technique, là, vas-y. Donc, c'est-à-dire que le maire, si par exemple quelqu'un souhaite donner un bien immobilier ou mobilier à la ville, Angoulême, et ben là, pour le coup, ce qui a été voté au dernier conseil municipal, c'est le maire qui peut dire oui ou non. Et puis si par exemple le conseil municipal est contre, mais que le maire seul est pour, et ben ça passe. Très bien, ok. Voilà, donc très concrètement, ça sera ça. Et puis globalement, ce qui a été voté, c'est aussi le droit de préemption. Le droit de préemption qui est du ressort du maire. Et le droit de préemption, c'est un outil stratégique pour l'aménagement du territoire. Qui est du ressort du conseil municipal, mais qui est devenu du ressort du maire à partir du premier conseil. Enfin, eux, ce qu'ils ont objecté, c'était que ça l'est globalement et que ça sera jamais vraiment des décisions isolées. Mais en fait, le droit de préemption, c'est quand même décider que la mairie, qu'une collectivité, donc que les citoyens et citoyennes par extension, possèdent des biens immobiliers ou mobiliers. D'accord. Donc en fait, ça engage, si le maire choisit de son propre chef de préempter, donc c'est-à-dire d'acheter
Du bâtiment, d'acheter du mobilier ou de l'immobilier aux yeux de la ville en fait, ça engage de l'entretien pendant plusieurs années. Donc la ville se coltine, on va dire, les décisions d'un maire au niveau de l'aménagement du territoire. Donc c'est quand même des points extrêmement importants. La question de D'accord, l'endettement de la ville aussi, ça c'est quelque chose qui normalement relève du conseil municipal, et que avec ces délégations, le maire peut prendre en fait toutes les décisions dans son coin en matière d'endettement. Alors on sait qu'à Angoulême, on a un passif par rapport à ça, donc on a un petit sujet par rapport à l'endettement voilà, Angoulême. on est d'autant plus frileux. Mais dans tous les cas, quand on décide d'endetter la ville, on engage quand même de l'argent public, donc c'est quelque chose qui devrait être mis au débat, tout simplement. Très bien. D'accord. Donc là, c'était, on va dire, ce premier conseil où toutes ces choses ont été appuyées. Est-ce que une fois ce premier conseil passé, est-ce que vous avez senti, et là je vais commencer à parler du second, est-ce que vous avez senti un changement d'ambiance au sein de, on va dire, de ce que pourrait être les relations entre vous, donc le conseil, les élus de l'opposition et la majorité? Est-ce qu'il y a eu dans les débats, en tout cas, est-ce que dans les sujets, est-ce que vous avez senti que l'ambiance devenait un peu plus, caliente peut-être, ou un peu plus combative? Clairement. Ouais. Clairement. Mathieu, Par exemple, au premier conseil municipal, sur les pouvoirs qui ont été attribués au maire dont on vient de parler à l'instant, on avait déposé un amendement qui en fait couvrait l'ensemble de la délibération. Et comme on peut voir un amendement, à la loi à l'Assemblée nationale, il y avait des propositions de modification pour que certains pouvoirs qui étaient attribués au maire restent attribués au maire, mais pour que d'autres, qui nous paraissaient vraiment importants, comme celui d'endetter la ville ou de préempter des logements, on puisse le garder au sein du conseil municipal. Donc c'était vraiment un travail de recherche du compromis. Chose qui d'habitude n'est pas vraiment rattachée à notre méthode politique. C'est-à-dire que vraiment, au lieu de dire on vote contre parce que frontalement on s'y oppose, on avait proposé une voie de compromis. Et elle a été rejetée. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a déposé cet amendement, il y a une forme de surprise dans les yeux de la majorité, parce que je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on fasse un travail aussi fourni et qu'on connaisse aussi bien aussi les arcanes du règlement intérieur. Parce que la première remarque de Jean-Philippe Pousset, l'adjoint de Xavier Bonnefond, c'est de dire il y a des précédents, mais c'est rare qu'il y ait des amendements qui soient déposés. Donc ça, c'était au premier conseil municipal. Et là où on a vu un changement avec le second, c'est qu'au second, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz vos réactions, ils étaient beaucoup plus préparés, la majorité, à proposer des contre-arguments, faire des passages chocs avec des phrases chocs pour pouvoir se filmer et ensuite déposer sur les réseaux sociaux. C'est clairement ce qui a été fait par notamment Guillaume Chupin. Très bien. En disant nous ne voulons pas que la ville devienne un laboratoire de LFI. On voyait que c'était des éléments de langage repris et instillés partout en France par les Républicains, le parti politique, qui ont été repris en bloc, mis dans son intervention pour que son intervention soit postée sur les réseaux sociaux. Donc il y avait une préparation qui était volontaire et qui était là pour contrecarrer nos tentatives. Pour un peu aussi un peu de contexte pour les gens qui écouteraient aussi ce podcast, donc à Angoulême en Charente, on a un député au sein de notre circo qui est René Pilato, qui est un député LFI, et on a senti dans ce second conseil municipal aussi qu'il était très présent, en tout cas dans la tête des élus de la majorité, parce que dès que vous preniez la parole et dès qu'il vous répondait, son nom était lancé, ou alors il était surnommé le législateur. Je crois qu'à plusieurs moments il a été surnommé comme ça, pour pas dire son nom. On a l'impression que si on le disait 3 fois, il allait tomber du plafond. Mais du coup, effectivement, ouais, on a senti, en tout cas moi, encore une fois, en tant que spectateur, on a senti quand même que clairement la température était plus la même, quoi. Enfin, quand vous avez commencé à prendre vos prises de parole, mais aussi, du coup, ils sont arrivés en ayant un peu plus peut-être travaillé. Donc c'est bien, ça va faire un peu plus peut-être avancer, on va dire, les futurs conseils. Donc on l'espère. Mais du coup, pour revenir à ce second conseil, est-ce que vous voulez parler il y a 2 sujets qui sont quand même venus. Le premier, on va dire, où ça a commencé à s'échauffer, c'était celui du cumul. Pour moi, il est assez important parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ça a tenu quelques jours, en tout cas quelques semaines, on va dire, dans les médias, de parler de ce cumul du maire qui n'était pas. Alors, à l'époque où on a parlé de ça au conseil municipal, il ne cumulait pas encore de mandat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, si, il cumulait déjà des mandats puisqu'il était déjà conseiller régional. Ah oui, il était toujours. Il n'avait pas encore été réélu. Il n'avait pas encore été réélu, président de l'agglo. Donc voilà, il n'était que maire et conseiller régional à ce moment-là. Ça faisait aussi l'objet de l'intervention, d'ailleurs, de lui demander si il avait l'intention de se représenter à la présidence de l'agglomération. Question à laquelle il n'a pas répondu. Bon, on a vu ensuite quelques jours plus tard que c'était bien le cas. Spoiler,
Voilà, il n'y avait Comme pas de par grande hasard. surprise à ce sujet quand même. Mais effectivement, l'objet de cette intervention, c'était de souligner le fait que non seulement Xavier Bonnefond cumule 3 mandats, donc conseiller régional, maire, et puis donc également président de la communauté d'agglomération. Donc ça veut dire en fait qu'il cumule aussi les indemnités afférentes à ces 3 fonctions et puis également les heures de travail. Donc pour un élu qui doit être proche de son bassin de vie, qui doit être proche des habitantes et des habitants, comment est-ce qu'il fait pour à la fois mener ce travail de maire au quotidien, en même temps être à la région et puis en même temps s'occuper de l'intercommunalité et des 38 communes. J'en profite en plus pour une petite anecdote pendant ce conseil. Le maire, par un de ses conseillers, a été surnommé le maire 24 heures sur 24, ce qui m'a fait beaucoup rire moi personnellement. Je l'appelle comme ça maintenant, le maire 24 sur 24, pour rappeler que il était maire à plein temps. Donc on avait envie de lui demander, mais s'il est maire à plein temps, comment il a le temps justement effectivement pour avoir ces 2 autres mandats. Donc effectivement, nous, on le c'était surnomme le conseiller régional 0 heure sur 24. très bien. Parce que en l'occurrence, je plaisante, mais à moitié, parce que là, il y a eu un article sur, sans doute vous l'avez vu, sur la tribune du SA15, la nouvelle qui a été construite et qui a été financée en partie par la région. Et dans l'article, c'est très intéressant parce que suite à ton intervention à Nazilise, c'est à mon avis resté dans les esprits. Et il y a la journaliste de Charente Libre, je sais plus exactement qui c'est, qui dit Monsieur Bonnefond n'était pas présent au conseil régional lorsque la délibération a été votée pour donner les 600 000 euros à la tribune du stade Chanzy. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un exemple concret. On vote sur quelque chose qui concerne la ville d'Angoulême et le maire d'Angoulême, qui est aussi conseiller régional, n'est pas présent. Surtout quand en fin de second tour, on nous accusait de vouloir couper le sport professionnel et de démanteler. Oui, le SA15 pour un petit peu de contexte, c'est le club de rugby du coup de Soyaux Angoulême, qui est ici présent et dont on est allé voir un match la semaine dernière et ils ont gagné contre les premiers. Vannes, c'était un très bon match. On a pu admirer cette magnifique tribune d'ailleurs financée par la région. On est Bravo, presque le SA15. C'est ça. plus qu'une victoire. C'est ça. Et Et on ils est jouent ce maintenu. soir, il me semble, en plus contre Aix. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse sport. Anazilis par rapport à. Non, je voulais juste revenir sur cette question de déconnexion par rapport aux habitantes et aux habitants. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'un élu gagne, soit au RSA par exemple, ou pour réellement comprendre les réalités vécues par les plus précaires. Mais le fait que Xavier Bonnefond, en un mois, reçoit en indemnité ce qu'une personne au SMIC peut mettre 6 mois à percevoir, ça interroge quand même sur sa perception des conditions d'existence des Angoumoisines et des Angoumoisins. Enfin, il faut savoir qu'Angoulême, quand même, a un taux de précarité qui est très élevé par rapport à la moyenne nationale. D'accord. On est de mémoire à 26%, là où la moyenne nationale est autour de 14-15%. Oui, donc on est plus de 10 points au-dessus, quoi, effectivement. C'est ça, donc c'est un sujet quand même très Ça ne important. fait Et puis on l'a bien qu'augmenter. vu et on le voit, continue à le voir quand on fait des porte-à-porte. En fait, il y a des gens qui vivent quand même dans des situations très compliquées, avec des problèmes d'humidité, de moisissure qui mettent leur santé en danger, des problèmes de chauffage, des problèmes d'eau chaude. Quand on gagne quasiment 10 000 euros par mois, est-ce que ces réalités-là représentent encore quelque chose ? C'est ça la question tout simplement que j'ai posée, c'est comment est-ce que Xavier Bonnefond fait pour se rendre compte dans sa chair de ce que ça fait en fait de vivre dans ces conditions-là. Parce qu'une fois quand on ressent ces choses-là ou quand on est proche de personnes qui vivent ce genre de choses, on est tout de suite beaucoup plus à même de vouloir aussi être force d'action pour transformer les choses. On l'a vu, l'inaction du maire est quand même de notoriété publique sur la question du logement social et de son entretien. Vraisemblablement, cette connexion-là ne se fait pas. Très bien. Ça me permet d'enchaîner sur justement une prise de parole de Sacha pendant ce second conseil, parce que ça a aussi été un moment très important pour moi. Donc toi, tu as fait le vœu de bloquer, on va dire, en tout cas, tu l'expliqueras mieux que moi, les expulsions en tout cas, parce que la trêve hivernale était terminée, donc voilà, les expulsions locatives pouvaient reprendre. Et donc tu avais rédigé, donc tu as parlé pendant ce conseil pour exiger que justement les expulsions ne démarrent pas en Angoulême. Comment tu t'es senti parce que donc voilà, prendre en main, on va dire, ce vœu, le rédiger, en parler et recevoir, on va dire, des réponses souvent cyniques de la part de la majorité. Comment toi, t'as vécu ce moment-là, qui était quand même assez intéressant? Alors, je l'ai écrit aussi avec ma présidente de groupe, Anne-Adélise. Très bien. Mais ouais, c'était un sujet important parce que le conseil avait lieu le 14 avril. Et donc, le 1er avril, c'était... la fin de la trêve. C'était la fin de la trêve hivernale. Et donc, les coupures d'énergie et les expulsions
avec possibilité d'utiliser la force, et les expulsions sans solution de relogement. Et Anazilis parlait tout à l'heure, à l'instant de la précarité grandissante. La précarité du logement, c'est un sujet de plus en plus. C'est un coût de plus en plus important pour de nombreuses familles, personnes, étudiants. Et avoir un toit sur la tête aujourd'hui en France, c'est pas une évidence du tout. On sent que c'est pas un droit parfois, oui. Voilà, compliqué. c'est ça. Alors que c'est censé être un droit fondamental. Donc on a proposé un vœu avec un moratoire contre les expulsions sans solution de relogement. Alors il y avait aussi d'autres choses, notamment le fait de ne pas engager les forces de l'ordre pour utilisation de la potentielle violence ou ce genre de choses pour sortir les gens, parce que c'est pas dans nos valeurs et c'est vraiment pas comme ça qu'on va améliorer la situation et sortir les gens de la précarité. On s'attendait à des réponses, c'est quelque chose que la plupart des conseillers municipaux insoumis ou maires insoumis ont tenté de mettre en place dans leur commune. D'accord. On s'attendait à un retour pas très sympathique. Oui, c'était prévisible. Mais je dois bien avouer que je m'attendais pas à un retour aussi... comment on pourrait dire, il y a eu 3 réponses de 3 intervenants, donc il me semble Madame Guillaumez, Monsieur Chupin et Monsieur Monnier aussi. Oui, et c'est Monsieur Monnier. Sur les 3 interventions, on a eu 2 arguments sur le fond. Sinon, c'était que des attaques vraiment ridicules. Voilà, on a dit qu'on critiquait les services qui pouvaient aider ces gens-là, alors qu'au contraire, adopter ce moratoire et ce vœu aurait permis de créer des délais supplémentaires, de pouvoir négocier éventuellement des fonds supplémentaires ou ce genre de choses. Effectivement, je veux pas, juste le coupe de 2 secondes, je rajoute là-dessus. Il me semble, une des interventions disait aussi que s'il y avait pas l'expulsion, ça allait vraiment mettre en difficulté les propriétaires. Il me semble qu'il y avait que les expulsions aidaient les propriétaires, donc j'ai souvenir d'avoir vraiment levé les 2 sourcils d'un coup, mais oui, J'y viens. Vas-y. Et effectivement, on avait proposé le vœu. En fait, quand on propose un vœu au conseil municipal, on l'envoie une journée à l'avance. Oui, c'est ça, 24 heures à l'avance. Et donc, effectivement, ils avaient préparé, comme disait Mathieu, on les voyait un peu plus préparés. Ils avaient des réponses. Sauf que ces réponses, par exemple, quand on relit notre vœu qui est dans le procès verbal, à aucun moment on critique les services qui peuvent s'occuper des personnes dans ces situations, de faire des accompagnements juridiques. Au contraire, on essaye de leur créer des délais supplémentaires. On parle pas des propriétaires, on parle pas de tout ça, voilà. On parle rien, juste on tente vu que c'est un sujet d'actualité, qu'actuellement, pendant que nous, on est au conseil municipal, il y a des gens qui vivent avec la pression de toquer à leur porte et de se faire dégager du jour au lendemain, alors qu'ils ont une vie sur le territoire, des enfants, plein de choses qui fait que on a envie de se battre pour que ça n'arrive pas, ou au moins pour créer des délais supplémentaires, des fonds supplémentaires. Et donc il y a eu quelques arguments sur le fond, comme le message renvoyé aux propriétaires qui ne voudraient plus louer. Sur le moment, on n'a pas eu le temps de répondre à tout parce qu'entre les attaques qui n'ont rien à voir et les petits pics, mais effectivement, en fait, ça n'a rien à voir parce que à l'inverse, la demande locative, si les locataires se sentent en sécurité dans leur ville et que malgré les aléas de la vie puissent continuer d'avoir ce droit au logement, ça augmente la demande locative et donc les propriétaires peuvent trouver encore plus facilement des personnes pour louer. Surtout que le problème sur Angoulême, il est plutôt sur les logements à rénover et à mettre en location. C'est ça, tout à fait. C'est l'insalubrité parfois, constante de plein de logements. Oui, ou les locaux vides, où les propriétaires les laissent parce que ça coûte trop cher les travaux et que le bien prend de la valeur quoi qu'il arrive. Alors que le mieux, ça serait effectivement d'ouvrir. Mais je crois que M. Monnier avait très mal compris la question. En fait, il s'agissait pas du tout de refuser les expulsions de manière générale. Il s'agissait de refuser les expulsions sans solution de relogement préalable. Oui. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose. De juste pas mettre des gens à la rue. C'est ça, juste de ne pas mettre des gens à la rue. Et d'ailleurs, quand on a posé clairement, clairement la question au conseil municipal, est-ce que vous trouvez normal de mettre des gens à la rue ? Bizarrement, là, on sentait que ça coinçait un petit peu. Et puis, je trouve ça complètement indécent de mettre en concurrence le droit patrimonial et le droit au logement. Enfin, le droit au logement, c'est une question de dignité, comme vient de le rappeler Sacha. Ouais. Et puis on parle pas d'un droit patrimonial, on parle de la propriété de rente, même pas d'usage en plus. Donc voilà, c'est encore autre chose, c'est encore pire que tout. C'est un peu, la même idéologie politique de mettre en parallèle des choses qui sont pas comparables. Où en fait, on met sur le même pied quelqu'un qui va être expulsé de son logement et qui va se retrouver à la rue. Et quelqu'un qui va avoir un loyer en moins dans son compte bancaire chaque mois. Donc
Surtout qu'il existe plein d'organismes pour prendre la relève, gérer les dettes sur le long terme. C'est des choses qui sont pas comparables. Les propriétaires, même si en fait, ne perdent pas vraiment d'argent au final, même si ça prend du temps. C'est ce qui est aussi frappant, c'est le dialogue qu'il y a derrière aussi. La phrase de Madame Villomès m'a un peu choqué, c'est de dire mais il y a des gens qui veulent pas être aidés. Mais en fait, à quel moment, quand on travaille pour une mairie, pour une collectivité, quand on est professionnel quand même de la politique, quand on est élu, quand on fait son travail, on a toujours ce genre de réflexion-là. Surtout quand on est au contact avec le terrain. Quand on voit que on fait du porte-à-porte, il y a des gens qui nous ouvrent la porte, qui ont des problèmes de moisissure depuis des années, et en fait, ils ont beau remuer ciel et terre, si les politiques publiques derrière ne font rien, et ont ce genre de mentalité-là, il y a absolument rien qui va changer, c'est sûr. Donc, c'est évident, effectivement. Ils ont un devoir de se pencher un peu plus sur le problème des gens, sur les cas concrets qu'ils ont en face des yeux, et de sortir de ce genre de mentalité, parce que il y a rien qui prouve que quelqu'un ne veut pas être aidé. Ça, c'est un genre de déshumanisation qui est aberrante, de dire que quelqu'un ne veut même pas demander de l'aide, parce qu'il se complairait dans une sorte de misère, dans une sorte de situation qui est pas enviable, qui est enviable par personne. Donc moi, ça m'a vraiment... tout le monde, je pense... ici, ça a secoué un peu, ouais. oui, un peu tout le monde dans la séance, mais justement, c'est là aussi que votre travail va être, j'imagine, très très important, c'est de se dire que maintenant, il y a aussi des gens qui vont prendre ces sujets-là, pour en parler, et ce qu'on fait là aussi ce soir, c'est pouvoir aussi, peut-être, si des gens nous écoutent, se dire, mince, mais en fait, j'ai peut-être des gens qui seront à l'écoute, et qui pourront peut-être nous accompagner dans des démarches, et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on veut faire ça. Donc on souhaite beaucoup de courage et de continuité d'action au GIP Charente, au DAL et à plein d'autres organismes qu'on n'a pas le temps de d'énumérer. Et évidemment, on invite les gens à aller se faire aider auprès de ces organismes-là. Oser demander de l'aide. Tout à fait. Oui. Ça va avec ce que tu as dit, Antoine. Alors vraiment, tu l'as exprimé d'une manière extrêmement claire. C'était beau, hein. Ouais, c'est que effectivement, nous on n'est pas des spécialistes de l'action sociale, mais quand on fait du porte-à-porte, on s'en est rendu compte. Hein. Les personnes qui ont des problèmes de logement, en général, ça cache plein d'autres problèmes qui se superposent, des problèmes psychologiques, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, dans tout ce que ça peut recouvrir, la difficulté de se déplacer, la difficulté d'avoir accès à la santé, etc., etc. Donc effectivement, je peux comprendre que quand on est un assistant social ou une assistante sociale et qu'on va voir ce type de personnes-là qui ont des problèmes sociaux qui se multiplient, que la première réaction de la personne, ça soit j'ai pas envie d'être aidé. Soit parce que j'ai honte d'être aidé, ça arrive quand même assez souvent. Ça arrive assez souvent, ça, effectivement. Soit parce que en fait la personne se dit mais mes problèmes sont tellement vastes que même si je suis aidé, de toute façon c'est peine perdue. Donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il faut pas du tout confondre le fait que les gens sont dans des situations psychologiques et sociales qui sont parfois difficiles à dénouer et le fait qu'ils refusent en fait l'aide sociale. C'est grave qu'une personne, il faut le dire, c'est grave qu'une personne qui gère un CCAS dise une phrase comme ça. Tu peux rappeler juste ce que c'est qu'un CCAS, pardon, excuse-moi. Oui, c'est un centre communal d'action sociale. Très bien. Et c'est là où sont employés un certain nombre quand même d'assistantes et d'assistants sociaux qui travaillent soit sur le terrain, soit dans les bureaux à faire de l'accompagnement pour les gens qui seraient en difficulté. Ouais. Très bien, merci. Sacha. Sans parler, je vais juste rebondir rapidement sur ce que disait Mathieu, sans parler qu'en fait, Madame Villomès qui nous dit il y a des gens qui ne veulent pas être aidés, dans ce genre de procédure, les lettres des huissiers de justice, de la justice elle-même sont hyper intimidantes. Et certes, c'est les règles, et certes, c'est normal que ces lettres finissent par parvenir, mais quand on reçoit des menaces judiciaires, des menaces liées à l'État, c'est compliqué d'aller demander de l'aide. J'imagine qu'on se dit que c'est déjà foutu, quoi. J'imagine qu'on se dit que c'est déjà trop tard. Quand c'est aussi des administrations, des organismes qui sont liés à l'État, et que c'est l'État ou les propriétaires qui t'attaquent en justice, hein, c'est des lettres qui font peur, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la phobie administrative, tout simplement. C'est une réalité. Et donc, non, il n'y a pas des gens qui ne veulent pas être aidés, il y a juste une société qui ne remplit plus son droit. Très bien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Vas-y, bien sûr. On partira sur un sujet plus chill après. Bien sûr. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je me suis dit à la fin de ce conseil municipal, qui a été difficile, je me suis dit, tiens, j'ai appris un nouveau truc sur comment on pouvait envisager notre rôle de conseillère municipale. C'est que dans leur réponse, les élus qui sont en face de nous, dans la majorité, ils disent un certain nombre de choses. Par exemple, là, en l'occurrence, ils nous ont opposé à notre vœu contre les expulsions locatives sans solution de relogement, qu'ils avaient un très bon bilan sur le logement social pour gérer les situations en amont. Et ils ont dit, nous, on préfère répondre à ces situations d'urgence plutôt en travaillant à augmenter le nombre de logements sociaux,
au sein de la ville ou du Grand Angoulême, plutôt que de gérer la situation lorsqu'elle elle devient urgente et qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est vrai que nous, notre rôle tout au long de ces 7 ans ou de ces 6 ans de conseillers municipaux, ça va être, je pense, de les rappeler à l'ordre en leur disant à tel moment vous avez dit que votre priorité, ça devait être d'augmenter le nombre de logements sociaux. Et là, vous êtes passé à côté ou vous avez refusé une offre qui était faite pour construire de nouveaux logements sociaux. Ce qui est arrivé par le passé, effectivement. Il y avait la caserne Broche qui est à la limite entre Angoulême et Soyaux, dans laquelle il y avait un projet d'installation de logements sociaux. Ça devait représenter 135 logements sociaux et finalement, Xavier Bonnefond a arrêté le projet. On comprend qu'ils se vantent un peu de vouloir faire de la prévention plutôt que de la guérison au final, mais tout en ayant refusé des projets par le passé, quoi. Donc ils ont la mémoire peut-être un peu courte. C'est noté au procès-verbal et ce sera répété en temps et en heure. Répété et amplifié. Et effectivement, oui, on va être très vigilante et vigilant sur la question des logements sociaux parce qu'on sait aussi que donc il y a des projets de destruction de certains bâtiments de logements sociaux parce qu'effectivement leur état commence à être un petit peu compliqué, un petit peu problématique. Simplement, les gens qui habitent là, souvent, sont relogés en fait en périphérie, même pas forcément à Angoulême. Et donc sont coupés de leur quartier, sont coupés de leurs habitudes, éventuellement de leur famille, de leurs amis. Enfin, c'est quelque chose de très violent. Donc certes, si on construit du logement social en périphérie, on peut s'en enorgueillir, mais en même temps, on bouscule le quotidien d'énormément de gens. Et ça, c'est un problème aussi. Donc, bien sûr. C'est un sujet sur lequel on va être également très vigilant et très vigilante. attentif. Oui. Très bien. Du coup, pour parler d'un autre sujet, on va passer à autre chose. Donc depuis tout à l'heure, on parle on parle de la majorité, on parle de notre groupe, mais si on fait notre compte, il y a bien sûr 4 autres élus à ce conseil qui représentent aussi l'opposition. J'aimerais du coup qu'on en parle un petit peu, savoir quels sont les rapports, parce que on est donc on s'est censé former un groupe d'opposition avec eux, en tout cas, même si c'est 2 groupes séparés. Quels sont les rapports aujourd'hui pour travailler, notamment il y a un sujet dont on n'a pas évoqué on va dire au niveau du second conseil municipal, c'est celui où il y a certains postes de délégués, en tout cas sur certaines commissions, sur certains lieux qui ont pu être votés, sur lesquels vous allez travailler vous. On en parlera peut-être un peu en détail. Comment se passe aujourd'hui cette collaboration, en tout cas avec ce groupe, bien sûr, avec lequel normalement on est plus proche en termes d'idées qu'avec la majorité. Alors nous formons 2 groupes d'opposition séparés. D'ailleurs, nous ne sommes pas installés au même endroit face à face dans le U. Voilà, nous sommes face à face, chacun sur notre branche de U. Néanmoins, nous discutons ponctuellement ensemble, notamment sur la question des représentations qui ont été fléchées spécifiquement pour l'opposition. Donc, en fait, la mairie a décidé de flécher 5 représentations pour l'opposition, donc des structures dans lesquelles l'opposition a le droit de siéger. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a un exemple de structure là qui te vient en tête que les gens pourraient connaître à Angoulême? Alors, pourrait connaître à Angoulême, c'est pas forcément... Le comité des fêtes, peut-être. Le comité des fêtes, par exemple, oui. c'est ça, effectivement. L'association des gens du voyage, par exemple. Le centre social des Alliés, effectivement, ça en fait partie. Il y a aussi le comité d'action sociale de la ville et du CCAS. Très bien, ouais. Donc il y a plusieurs, on va dire, c'est un peu sur ce genre de lieux. Alors il y a d'autres lieux sur lesquels bien sûr il n'y avait pas de place, typiquement Magélis, le théâtre, le circuit des remparts, qui sont des lieux sur lesquels aussi des élus vont avoir en tout cas un mot à dire, ou en tout cas ils ont un droit de regard sur dans les AG. Mais là il y avait certains postes, on va dire, comme tu disais, qui étaient fléchés, qui étaient pour l'opposition. Pour l'opposition, mais sans distinguer donc notre groupe de celui de Patrick Mardikian. Comme si c'était un seul et même groupe harmonieux, effectivement. Donc nous avons engagé des discussions justement avec le groupe de Patrick Mardikian pour nous partager en fait de façon équitable ces représentations-là. Très bien. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai souvenir que on pourra parler du vœu sur les expulsions, ce groupe a voté avec nous, en tout cas pour que ce vaille. Est-ce qu'on sent qu'il y a un travail qui va être amorcé de peut-être, dans certains moments, en tout cas sur certains sujets, on l'espère, un travail commun avec ce groupe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on espère aussi peut-être Alors sur plusieurs sujets, effectivement, ils nous ont soutenus. Tu parlais du vœu contre les expulsions locatives, mais ils ont également voté le vœu s'opposant à la fermeture des classes. Donc oui, il est tout à fait probable qu'ils s'alignent sur nos propositions lorsque nos propositions leur semblent cohérentes avec leur ligne politique. Très bien.
Antoine, toi de ton côté, est-ce que pour parler aussi de l'opposition, mais aussi de la majorité, est-ce que dans les liens au-delà des conseils municipaux, est-ce que on sent quand même qu'il y a de la tension en dehors de ça, ou est-ce qu'il y a quand même des dialogues qui sont faits avec certains des élus? On sait que on sait aussi, parce que pour remettre un peu de contexte, pendant ces élections municipales, il y a eu un petit mercato aussi intéressant entre certaines listes où des gens sont passés de liste à l'autre. Donc on connaît quand même des gens qui sont aussi la majorité, qu'on connaissait avant, qu'on fréquentait, qui avaient nos idées mais qui ne sont aujourd'hui dans la majorité, qui ne sont pas avec nous. Donc j'aimerais savoir si on sent quand même qu'il y a des connexions qui peuvent se faire avec certains élus, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, des murs ont été érigés entre les groupes? Je pense qu'il faut rappeler que comme on est jeunes élus, c'est vrai qu'on n'a pas non plus toute la cartographie du réseau d'élus en tête. Qui sont ces gens, effectivement. Qui sont ces gens? Donc, quand on fait beaucoup D'où viennent-ils surtout? Quel a été leur parcours? Quels sont leurs parcours politiques? Parce que parfois, c'est vrai que un conseil municipal, c'est parfois dépolitisant, en fait, en termes d'étiquette politique. Où on peut se demander, d'où parle-t-il? En tout cas, politiquement, d'où parle-t-il? Donc, ça pose question. Et surtout quand on est à des réunions publiques ou moins publiques et des cérémonies, donc on en croise beaucoup des officiels, et c'est vrai que c'est un peu en tout cas, je dirais, pour répondre un peu à ta question, c'est un peu une phase de découverte, donc je m'avancerai pas trop sur le sujet, mais c'est en tout cas très intéressant de découvrir, d'apprendre à connaître certains élus qui en fait parfois politiquement n'ont pas forcément de structure apparente. Très bien, d'accord, j'entends. Sacha, oui, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, faut pas oublier que Angoulême, c'est une petite ville, donc même les élus de la majorité, on se croise et on reste cordial souvent, de par notre vie dans la ville. En fait, il y en a qui ont aussi vécu dans la ville, donc on connaît des gens en fait d'avant le conseil municipal. Donc les rapports sont cordiaux. En fait, tant qu'on n'est pas dans le conseil municipal, pour l'instant, ça va. Même si on se doute que derrière, ils ont plein de jolis noms pour nous. C'est le jeu, quoi. Surtout en tant qu'insoumis et communistes. Tout à fait. Mais voilà, pour l'instant, Angoulême étant une petite ville, on espère, de par la taille d'Angoulême, le fait qu'on se croise souvent, comme disait Antoine, leur fameux bon sens, pouvoir le tourner vers des choses qui peuvent aider les gens et donc nous satisfaire. Bien sûr. J'aimerais reprendre aussi ton discours pendant le premier conseil. Anaïs, du coup, a pu faire un discours. En tout cas, il me semble que c'était à l'introduction du conseil. Enfin, en tout cas, c'était un petit peu avant. Oui, c'est quand on a élu en fait le ou la maire, tout à fait. Parce que bien évidemment pour ne pas laisser le champ entièrement libre à Xavier Bonnefond et donc symboliquement aussi, je me suis présentée comme candidate au sein du conseil municipal pour être élue maire. Très bien. Et du coup, on a quand même, on va parler un peu du national, mais bien sûr, il y a une, on va dire, une espèce de mythologie autour de la France insoumise, de la bordélisation des débats. Tintin, attention, ils ne sont que là pour faire de l'obstruction. Ton discours, pour moi, était quand même vraiment très constructif aussi pour expliquer aux gens que ça n'allait pas se passer comme ça. Du coup, quelle est, on va dire, la stratégie en tant qu'opposition? Est-ce que ça va être de faire, effectivement, on va démystifier ça tout de suite, de faire de l'obstruction pure et simple à tout ce qui va se passer, ou au contraire, essayer de vraiment de construire quand même des choses, parce que, comme disait Sacha, on est dans une petite ville, il y a bien sûr des sujets sur lesquels ce serait fou de pas se mettre en accord. On va parler des routes, on va parler de l'eau, enfin d'accès à certaines choses, où on imagine qu'il y a des sujets sur lesquels forcément on sera d'accord. Donc j'imagine que c'est bien entendu ce que le groupe a envie de faire aussi, de pouvoir co-construire des choses avec ce groupe-là. Effectivement, enfin c'est ce que j'ai dit dans ce discours-là, qu'on voulait pas être une force d'obstruction. C'est pas du tout notre objectif. Au contraire, si des propositions vont dans le sens de l'intérêt des habitantes et des habitants, si des propositions vont dans le sens aussi de ce qu'on a porté nous pendant la campagne, mais bien sûr qu'on va soutenir ces projets-là, bien sûr. Mais c'est important de le redire parce que je pense que c'est quelque chose qui a été martelé justement notamment pendant ce second conseil, j'ai l'impression de dire que on n'avait pas envie de ça, et donc moi je suis content qu'on puisse le rappeler un peu à tout le monde. Mais si monsieur Bonnefond souhaite baisser les tarifs de la cantine par exemple, ou voire même pourquoi la pas rendre gratuite, soyons fous pour notamment pour les plus précaires, mais moi je voterai pour. Oui, des financements. Peu importe d'où vient la proposition. Des financements pluriannuels pour les associations. On sera d'accord avec ça. Ça paraît logique, effectivement.
Pour revenir sur l'obstruction, c'est assez paradoxal parce que sur les deux conseils municipaux, donc certes on a travaillé toutes les délibérations et on s'est exprimé, on a proposé des contre-amendements sur chacune, enfin pas sur chacune, mais sur les délibérations qui nous semblaient importantes, et on a eu 2 vœux, un par conseil municipal, donc franchement on peut pas nous accuser d'obstruction ou de volontairement en rajouter. Voilà, ça tombe sous le sens, bien sûr. On l'active une fois par conseil sur des sujets d'actualité. Dans nos propositions, on se base sur des chiffres locaux, sur des sujets locaux, donc liés à Angoulême. Même les critiques on a eu une jolie critique on est l'antichambre, vous ne faites pas de ce conseil l'antichambre de l'Assemblée nationale. Bon, ben, quand tu parle d'un amendement sur Angoulême avec des chiffres sur Angoulême, au bout d'un moment ça n'a pas de sens. Et l'obstruction quand on propose par exemple, je reviens sur le vœu sur le moratoire, le vœu pour le moratoire contre les expulsions sans solution de relogement, en fait on a plus perdu de temps avec leurs réponses qui n'avaient rien à voir avec le sujet et leur petit pic personnel qu'en parlant du fond. Je rappelle qu'il y a eu 2-3 arguments sur leur quinzaine de minutes d'intervention. Oui, le débat était pauvre, effectivement. Pendant que nous, on a été efficace en 4 minutes, on avait fait le petit discours préalable plus la déclaration et le vœu formulé. Et au final, on n'a pas perdu de temps, on n'a pas fait d'obstruction. On voulait juste avancer pour les concitoyens. Et c'est eux avec leurs attaques en fait qui perdent le plus de temps. Bien sûr. Et qui se piègent tout seuls. En fait, cette majorité oublie que le conseil municipal, c'est aussi une instance politique, et donc c'est un lieu de débat public et pas simplement une chambre d'enregistrement où on va égrener des articles de loi à n'en plus finir. Que, au contraire, on débat de la vie des habitantes et des habitants et de ce qu'on peut faire pour améliorer cette vie-là. Et c'est pas du tout en fait ce qui nous est dit quand on propose des choses. Quand on propose des choses, à chaque fois, on nous oppose des questions législatives. Et on nous oppose justement cette image des insoumis à l'Assemblée. Mais que font les insoumis à l'Assemblée ? En fait, ils font la même chose que nous, simplement c'est un autre niveau institutionnel. Bien sûr. On se bat toutes et tous pour la dignité des habitantes et des habitants. Complètement. Très bien. Donc il y a pas en fait à hiérarchiser le combat qui peut être mené à l'Assemblée et le combat qui est mené en conseil municipal. On n'agit pas au niveau des mêmes échelons institutionnels, mais on va dans la même direction. Donc bien sûr que les choses vont se croiser. Et aussi, j'aimerais rajouter que si... en fait, le résultat des élections, il a été sans appel. Donc, M. Bonnefond a été donc élu avec 48,26% des voix, donc ce qui équivaut à un peu plus de 6 000 voix. Mais en fait, l'opposition représente également un certain nombre de citoyens et de citoyennes. Donc, en fait, on va dire qu'il y a quand même une voix qui est à écouter à travers l'opposition. C'est celle des citoyennes et des citoyens qui ont élu cette opposition-là. Les règles démocratiques sont autrement et nous ne les remettons absolument pas en question. Mais ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec deux groupes d'opposition qui représentent une majeure partie des votants et des votantes. Il me semble que l'addition des deux fait plus de 6 000 voix aussi. Donc effectivement, on représente, en tout cas avec le groupe de Patrick Mardikian, dans ce conseil, autant de gens que la majorité. C'est ça. Donc on a une responsabilité vis-à-vis de ça, puisqu'on doit présenter au conseil municipal, en tout cas des propositions qui sont réalistes, des contre-propositions, parce que la voix est en tout cas au groupe de M. Bonnefond. Mais donc on a quand même cette responsabilité-là. Je voulais juste rappeler ça. Oui, sans parler aussi de la responsabilité de représenter les abstentionnistes. Bien sûr. Ils sont souvent les personnes qui souffrent le plus de la politique et qui, par dégoût, justement, ne vont pas voter. Bien sûr, on embrasse effectivement très fort la 5e République. Mathieu, est-ce que voilà, là il y a eu des semaines un peu, on va dire, très mouvementées. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant du travail aussi de terrain des élus, si c'est possible pour vous. Nous, vous avez, je vais mentir à personne, tout le monde est un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et on sait que voilà, c'est des choses auxquelles ils sont importants de représenter, on va dire, le conseil municipal. Comment aujourd'hui, et là on s'arrêtera un peu plus perso, comment on arrive à allier, on va dire, ce travail de conseiller ou conseillère municipal en plus de son travail, on va dire, de tous les jours? Comment ça se passe un peu? Est-ce que tu veux nous parler de ton ressenti des dernières semaines par rapport à tout ce qui s'est passé?
Clairement, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte quand on s'est rassemblés dès les premiers jours après l'élection pour éplucher les dossiers de conseil municipal, qui pour l'instant sont pas très épais et qui vont le devenir bien plus à l'avenir. On s'est rendu compte qu'il y a une sorte de dynamique où on se renferme dans notre groupe et puis en fait, on a moins de temps pour parler avec les camarades qui étaient sur notre liste, les gens qui nous soutiennent. On a moins de temps pour faire du terrain, pour aller dans les différents quartiers de la ville. Donc ça nous impose en fait une sorte de discipline de groupe pour organiser ça et pour garder du temps pour être au contact de la population. Et je suis assez fier, on est assez fiers d'avoir réussi tout de même à le faire dès les premiers jours après l'élection. On est allé à des événements qui se passaient dans les quartiers populaires, par exemple. D'accord. On est allé aux 10 ans du conseil citoyen de Bellers-la-Grand-Fond. Donc Bellers-la-Grand-Fond, qui est un des quartiers populaires d'Angoulême, au nord de la ville. Exactement. Et on a passé une après-midi entière à discuter avec des habitants, à faire des tables rondes avec eux sur différents sujets. En tant qu'élu, bien sûr, pour dire qu'on représente leur parole et qu'on la portera au conseil municipal, mais aussi en tant que citoyen et habitant de la ville, quoi. Donc ça, c'est par rapport à la présence sur le terrain. Et puis après, il y a aussi un autre enjeu, c'est que on parlait d'obstruction tout à l'heure. Nous, dans notre rôle d'élu, dans un certain nombre de choses, on est obligé de se battre en permanence pour avoir accès à certains documents, pour avoir accès à certains espaces, à l'information aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile quand on est dans l'opposition, surtout face à une majorité telle que celle de Xavier Bonnefond. C'est que voilà, on n'a pas, comme la majorité peut l'avoir, les informations sur les événements importants qui touchent la ville. On n'est pas invité pour plein d'événements qui se passent dans la ville. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on doit tisser du lien et des réseaux par nous-mêmes pour avoir accès à ces informations. Je donne un exemple qui est très précis. On en a beaucoup parlé entre nous. Lorsqu'on a négocié avec Xavier Bonnefond pour avoir accès à plus de conseils d'administration, plus de structures dans lesquelles siègent des élus de la ville. Ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, le théâtre, ce genre de choses. Voilà. Exactement. Nous, on a dit les centres sociaux qui sont dans les différents quartiers de la ville, comme Rive de Charente, la MJC Mosaïque, à la Grande Garenne, c'est des endroits qui font la vie quotidienne des habitants. Tout à fait, ouais. Une partie des habitants. Donc c'est des endroits où nous avons envie de siéger parce qu'on sait qu'on peut y avoir une action. Et on sait aussi qu'on représente une partie de cette population, comme tu l'as dit Antoine. Et donc la réponse qui a été faite par le maire et sa majorité à ce moment-là, c'est de nous dire non. Donc nous, on s'est empressé de faire nos insoumis, nos communistes et nos citoyens mentaux. On leur a dit, mais pourquoi ? Parce que nous, on considère que quand on nous oppose une réponse négative, il faut toujours la justifier. Parce que dans cette République, c'est pas la volonté du prince qui domine. Et la réponse, ça a été, on n'a pas de réponse à vous donner. On n'a pas d'argument à vous donner. C'est vrai, parce que monsieur a dit non. Et donc, la réponse à ça, pour nous, c'est de dire, on va se comporter comme n'importe quel citoyen, citoyenne. On va prendre des adhésions dans les centres sociaux. Et on va demander à participer aux différentes instances de ces centres sociaux parce que ça nous paraît important et comme pour les autres associations d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Mais alors, pour les centres sociaux, bizarrement, ça a l'air d'être particulièrement compliqué, en tout cas pour nous en tant qu'élus, de réussir à obtenir simplement le formulaire d'inscription. Là, ça fait plusieurs fois qu'on cherche à l'obtenir et plusieurs fois que soit la personne qui doit le fournir n'est pas là, soit il y a un problème de mon chien à manger, oui, voilà, ce genre de. Alors, on n'en est pas encore là, mais franchement, c'est pas loin. Ça va pas tarder. Ce qui est clair, c'est que ça demande en permanence beaucoup d'énergie à dépenser pour avoir les informations et pour obtenir le strict minimum pour exercer son rôle d'élu. Très bien. Il n'y a pas les mêmes moyens aussi. Oui, alors oui. Il n'y a pas les mêmes moyens, pas forcément financiers, mais en tout cas les moyens, les infrastructures et le matériel. Bien sûr. On le voit par exemple pour une mairie, là je parle on est en train de faire, là c'est le mois de mai, c'est le mois des cérémonies, il y a beaucoup de commémorations, donc on a fait des demandes de dépose officielle de gerbes, donc pour que notre groupe puisse rendre hommage, notamment par exemple à la communauté arménienne pour le génocide en Arménie en 1915, mais aussi en hommage aux déportés, en hommage aux républicains espagnols, etc. D'accord. Donc, pardon, mais on a fait du coup tout un tas de demandes officielles pour représenter notre groupe au sein de ces hommages-là. Puis comme la plupart du temps, c'est des cérémonies officielles, donc on a très peu notre place dans le protocole. Donc en fait, rien que ça, matériellement, ça change de pouvoir porter une parole qui est... Vous êtes élu exactement de la même façon que
les autres élus de la majorité, mais voilà, au final, vous n'avez pas le même traitement et pas les mêmes moyens. Exact. Parlons Mais on n'a pas le voilà, même traitement. pour C'est faire ça. redescendre un peu aussi le C'est ça. débat. Parlons thunes un peu alors. Et combien ça gagne un élu de l'opposition aujourd'hui à la mairie d'Angoulême, voilà, histoire qu'on a un peu de transparence. Qui veut se mouiller? Qui veut le dire? Mathieu, il veut pas. Il me dit non de la tête, j'ai l'impression. Il refuse de le dire. Apparemment, c'est beaucoup. Non, je préfère Ah, pas. bien sûr, Voilà. très bien. Je ne suis On pas parle là de- pour on les parle de- indemnités. Non, c'est 122 Donc ça, c'est euros pour les brut élus de l'opposition. pour le c'est ça, conseil tout à fait. municipal. Voilà, très bien. Et pour le... Oui, exactement. Et pour, Oui, c'est ça. et pour le conseil communautaire, on en parlera Très peut-être bien. après, c'est à peu autour de 200 euros, je crois, hein, de mémoire. Mais il y a une... On n'a pas On encore n'a pas voté encore les voté, mais indemnités pour le c'était conseil comme ça au communautaire. précédent mandat. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que on a voté les indemnités au dernier conseil municipal à Angoulême, et évidemment, Bien sûr. il y a des Si on est différences adjoint, si selon on est les- dans la majorité les ou pas. Très responsabilités bien. que prennent Alors, les différents élus. c'est pas vraiment ça. En gros, Voilà. c'est les conseillers s'ils sont délégués ou non à certaines choses. Et effectivement, c'est que D'accord. les élus de la majorité. Qui sont bien sûr. Qui voilà. S'ils sont délégués. délégués, c'est qu'ils ont une responsabilité. Oui, c'est ça que je voilà, voulais dire. c'est ça. Mais effectivement, ils vont pas attribuer, sachant qu'ils ont gagné des délégations Oui. aux conseillers municipaux On- d'opposition. Ça aurait été une grosse surprise d'avoir une adjointure, voilà, de devenir adjoint avec, voilà, en étant dans l'opposition, bien entendu. Avant de parler du coup, on a reparlé du conseil communautaire. On va finir avec une dernière question sur les conseils municipaux. Est-ce que il y a déjà, on va dire, des projets ou des priorités pour la suite des futurs conseils municipaux? Est-ce qu'il y a déjà des sujets sur lesquels, est-ce qu'on peut, voilà, teaser les gens peut-être avec des prochains sujets sur lesquels vous avez peut-être envie de parler? Peut-être qu'il y en a pas encore, ou peut-être qu'il faut pas en parler, mais il y en a peut-être un ou deux sur lesquels on peut commencer en tout cas à discuter. Il y a des choses sur lesquelles, ou peut-être des envies sur lesquelles vous avez envie de rebondir peut-être dans les futurs conseils. Quelqu'un veut se mouiller peut-être? Oui. Mathieu? Bah, clairement, on en a déjà parlé publiquement. Par rapport aux fermetures de classe, on va pas se limiter à faire un vœu au conseil municipal. Bien sûr. Le maire nous a dit qu'il avait rencontré le directeur académique et qu'il y aurait sûrement une bonne nouvelle au mois de juin, puisque au mois de juin, on aura des nouvelles des décisions de fermeture. Donc nous, on va pas s'en tenir à donner un blanc-seing à la majorité. On va demander, on sait pas encore concrètement comment ça va se faire, mais déjà on va demander à rencontrer les équipes des différentes écoles qui sont concernées D'accord. pour pouvoir se tenir informés et faire un suivi du dossier. Et on demandera également à la majorité de Xavier Bonnefond de faire un point d'étape à ce moment-là pour savoir ce qui a été obtenu grâce aux discussions. Ça nous paraît être le strict minimum quand on est des élus d'opposition. On a aussi un rôle de contre-pouvoir. Voilà. Très bien. D'accord. Oui, Sacha. Du coup aussi pour ces mois à venir là, les conseils pour ce qui est d'Angoulême, hein, pas des conseils communautaires de l'agglomération, mais les conseils d'installation, il me semble, sont passés. Peut-être qu'au prochain il restera 2-3 trucs, mais je crois que c'est plus considéré. Oui, il y a encore des commissions, Oui, effectivement. mais à est-ce que soulever. ça sera considéré comme un conseil d'installation? Je sais pas. En tout cas, nous de notre côté, la charge de travail va pouvoir un peu se diluer dans un peu plus de temps, donc on va pouvoir retourner dans les milieux de lutte petit à petit. Anaïs n'a Et- pas l'air du tout d'accord avec ça. Oui, non, mais mais, évidemment, c'est le débat très- s'ouvre. J'ouvre le débat. Alors. c'est très loin d'être fini, mais c'était surtout pour dire que voilà, on sait qu'il y a plein de manifestations qui arrivent, plein de festivals, plein de choses dans lesquelles évidemment on sera présent. Et maintenant qu'on a un tout petit peu plus de temps pour revenir parce que c'était l'une de nos forces pendant la campagne et même de manière générale, d'avoir un lien constant dans les milieux de lutte, Bien sûr. principalement dans les associations, dans les syndicats. Comment on implique les citoyens encore et toujours, voilà. Et on les invite, du coup, on invite tout le monde à profiter de notre retour, entre guillemets, ou de notre présence pour nous parler, faire des propositions, poser des questions. En tant qu'opposition, là, notre principal rôle, ça va être aussi la transparence. Parce que ces administrations, le conseil municipal, c'est pas facile à comprendre tous les enjeux. C'est très complexe. Même nous, on a encore des questionnements qu'on essaye de se répondre entre nous. Donc, déjà, par souci de transparence, faut pas hésiter à venir nous poser des questions pour ceux qui nous écoutent là en cette fin de podcast. Très bien. Je réagissais à l'intervention de Sacha parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a les dossiers des conseils municipaux simplement 5 jours à l'avance. Oui, donc forcément le rythme il est vénère juste avant quoi. Donc voilà, juste avant, le rythme est très très intense pour pouvoir, parce que là pour l'instant les dossiers étaient assez petits, c'était quoi, c'était une vingtaine de C'est pages de mémoire, mais les prochains ça sera plusieurs centaines de pages. en Ah oui fait. d'accord, Donc, très bien. Oui ça va. Donc ça. appel aux citoyens d'Angoulême, merci de noter les dates de conseil municipal et de ne pas nous déranger 5 jours avant. Voilà. On vous Non, au enverra un contraire, petit planning partagé. Voilà. Si on peut faire ça comme ça. S'il y a urgence, il faut pas hésiter. Voilà, on a maintenant une adresse mail par élu. Voilà, on est régulièrement présent.
Très bien, Oui, on pourra des distribuer cartes dans de la ville, visite voilà, très si bientôt jamais aussi. vous en avez besoin. Un beau site internet. Le podcast, vous pourrez communiquer en commentaire et Les réseaux partout, sociaux. puis vous avez nos Mais numéros on a si aussi vous un êtes numéro intime. des élus. Ah, très Euh, Est-ce qu'on le, Pour ceux qui Ah oui, sont exact, encore là, Est-ce qu'on le partage en avant on le rajoutera au montage à la fin, vous inquiétez pas, au pire si jamais on ne le retrouve pas tout de suite. Ok. Oui. Mais on peut tout de suite passer au sujet du coup de la semaine, parce que c'était le sujet chaud. Alors là, si vous êtes chez vous, prenez un plaid et un bon thé, parce que c'était un sujet très 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 marrant de la semaine, donc le conseil communautaire. Donc voilà, pour remettre un peu aussi de contexte là-dedans, Angoulême fait partie d'une agglomération qui s'appelle le Grand Angoulême, avec donc il me semble 38 communes du coup. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà, c'est énormément de communes, ça représente beaucoup de personnes qui sont représentées. 145 000. 145 000 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Et donc là, c'est un conseil dans lequel certains élus, en tout cas, peuvent siéger pour élire un nouveau ou une nouvelle présidente de l'agglo. Dans notre cas, nous avons donc 3 élus du conseil municipal qui sont élus communautaires aussi. Donc Mathieu, tu en fais partie, Nazid aussi, et Sarah qui n'est pas avec nous ce soir, qui en fait partie. Et donc ce conseil était jeudi dernier, donc hier, en fait, au moment où on enregistre le podcast, donc c'était juste hier. le 23 avril. Oui, alors Nazid me dit qu'elle a retrouvé le numéro. Alors vas-y, donne le numéro aux gens. Alors, j'ai effectivement retrouvé le numéro vert du groupe des élus insoumis communistes et citoyens. Si vous voulez nous téléphoner, nous envoyer des SMS, vous pouvez donc le faire au 07 44 44 09 63. 07 44 44 09 63. On espère Voilà. que les trolls n'auront pas écouté le podcast jusqu'ici. Oui. Voilà, on on est les- déjà suffisamment sur les réseaux, je pense qu'on n'est plus à sa On l'espère fort, effectivement. Donc pour revenir au conseil communautaire, le postulat de départ, c'était le fait que du coup effectivement notre bon maire Xavier Bonnefond, qui était l'ancien président de l'agglomération, donc de ce conseil, se représentait, et on attendait en début de semaine en tout cas peut-être on va dire la candidature d'une personne de gauche qui pourrait, on va dire, au moins venir ajouter un peu de pluralité, on va dire, à cette élection. Et il me semble qu'à ce niveau-là, vous avez envoyé donc un communiqué pour tendre la main à des personnes pour présenter, on va dire, une candidature. Il me semble que voilà, j'ai un peu résumé hâtivement ça. Nazis, est-ce que tu veux nous donner les détails un peu de tout ça, de cette semaine-là? Alors en fait, il faut savoir que pendant les élections, on parle d'élections municipales, mais c'est aussi des élections communautaires. C'est-à-dire qu'on élit aussi les gens qui vont siéger au conseil communautaire. Et donc à ce titre, en théorie, on doit aussi porter des propositions pour l'échelle de l'agglomération. Donc c'est ce que nous on a fait avec par exemple la question du transport gratuit, avec les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Bien sûr. Ça c'est des choses qui en fait compétences. concernent le L'agglo. Grand Angoulême, l'agglo tout à fait. Et donc en parallèle du travail qu'on faisait à Angoulême, eh bien on avait aussi des personnes de la liste qui allaient rencontrer d'autres listes dans d'autres communes de l'agglomération pour discuter de ces propositions. Et donc à titre tacite, en fait, on a eu quand même plusieurs accords de personnes qui aujourd'hui siègent dans leurs conseils municipaux et puis aussi à l'agglo sur certaines mesures, notamment justement les transports gratuits, sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits également. Ça, c'est des choses qui ont interpellé. Et donc qui pouvaient amener ensuite à former un groupe au sein du conseil communautaire. Très bien. Donc c'est pour ça que, nous, c'était l'intention qu'on avait en fait en proposant cette main tendue et surtout pour proposer une alternative de gauche à la proposition de candidature de Monsieur Bonnefond. On est d'accord qu'on reste on reste quand même, ça reste un conseil qui est aussi très politique, forcément. Enfin, on va prendre des décisions pour les habitants et les habitantes. Donc, la politique, il reste au centre. Voilà, je fais un petit teasing pour ce qui va se passer à la fin, vous allez voir. Ou en tout cas, Accrochez-vous. elle devrait rester devrait au centre. rester, Parce très que bien. quand on parle de politique, on est aussi censé parler de démocratie et donc d'ouverture de ces propositions à l'ensemble des habitantes et des habitants de l'agglomération. Nous avons fait ce travail. Par contre, est-ce que M. Bonnefond a diffusé un petit peu son projet, mais même au sein du conseil communautaire, quelles vont être les propositions concrètes de Xavier Bonnefond? On n'en sait strictement rien. On ne sait pas, effectivement. On ne sait pas, et les habitantes et les habitants ne le savent certainement pas non Et plus. c'est pour ça. Et par contre, ce qu'on savait pendant ces semaines après l'élection municipale, c'est que on nous a expliqué que Xavier Bonnefond faisait le tour en tant que président sortant, faisait le tour de toutes les mairies de l'intercommunalité, donc 38 communes, pour discuter avec les nouvelles équipes municipales. D'accord. Et éventuellement donc d'un accord. Donc un accord, ça implique malheureusement nous on parle de programme, mais pour eux un accord de gouvernement,
gouvernance, ça implique de parler des vice-présidences et des conseillères délégués. Alors, c'est un petit peu comme au niveau de la mairie, en fait. Refaisons-nous un petit tableau, on va dire, du match. Donc, il y a un président ou une présidente de l'agglo, qui a plusieurs vice-présidents ou vice-présidentes, c'est ça, et des conseillers, on va dire, communautaires. C'est comme ça que ça se passe. Parmi ces conseillers communautaires, il y a des conseillers délégués, un peu comme au conseil municipal, qui sont chargés, un peu comme des adjoints, de certains portefeuilles. Donc, par exemple, je sais pas, les transports, l'accès à la santé. L'accès à la santé, très bien, d'accord. Pardon. Perdu le fil de et du coup, donc on sait qu'il a fait le tour, de ses mairies pour aller voir un peu tout le monde, et on a senti qu'il allait voir absolument tout le monde. Donc, on sait que dans l'intercommunalité d'Angoulême, du Grand Angoulême, il y a des mairies, bien sûr, qui étaient avec des étiquettes de gauche. Donc, il est allé les voir aussi, effectivement. Mais c'est la raison pardon, Anna-Zélise, c'est la raison de notre démarche. C'est-à-dire qu'on a voulu, certes, dans un premier temps, il y a eu ces discussions pendant la campagne municipale, qui ont été un peu informels, et puis ensuite là, puisqu'on savait que Xavier Bonnefond faisait cette tournée et qu'on était dans un moment où on commençait à préparer le conseil d'agglomération, on s'est dit on va mettre les choses sur la table publiquement parce que c'est un peu notre manière de faire. On veut que les choses se passent au grand jour, avec transparence, et donc on a fait une proposition de discussion avec les élus communautaires qui le souhaitaient sur la base du programme sur lequel on a été élu, comme l'a dit Anna-Zélise, les compétences qui concernent l'agglomération, et on a surtout, et ça je veux le préciser, pas proposé de préalable de candidature. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit Anna-Zélise, Mathieu ou Sarah seront les candidates de ce pacte que nous vous proposons de signer avec nous. Très bien, c'était pas du tout pour imposer la candidature de quelqu'un de notre liste. Absolument pas. On aurait été absolument ravis justement que une personne se désigne. Le maire, la maire d'une autre commune, effectivement, ait envie de porter sa candidature, et on l'aurait soutenu bien évidemment. Et je précise aussi que les propositions que nous avons faites pour le Grand Angoulême, elles n'étaient pas exhaustives, c'est-à-dire que c'était aussi un aperçu, quoi. Voilà, c'était un aperçu de ce que vous vouliez proposer. C'était une base de discussion, et puis il était possible d'ajouter des éléments aussi pour des personnes qui l'auraient souhaité. Et alors du coup, est-ce que quelqu'un a récupéré la main tendue? Alors. Oui. C'est compliqué de se prononcer sur cette question. Je vais répondre non, parce que tu t'es présenté du coup, Anna-Zélise, donc il n'y a personne qui a répondu, en tout cas à cet appel. C'est-à-dire qu'officieusement, nous avons eu des retours positifs. Très bien. Malheureusement, ce sont aussi des personnes qui... pour la visibilité de leur commune, avaient besoin des vice-présidences ou des postes de conseillers, des délégations, proposées par Xavier Bonnefond. Donc, c'était compliqué pour elle et pour eux, en fait, d'afficher clairement leur soutien, tout à fait. Parce qu'on est d'accord, juste pour rappeler ça aussi, un président ou une présidente d'agglo peut très bien le décider. On l'a vu dans le passé, on l'a vu dans plein d'endroits, décider de mettre absolument tous les budgets pour sa ville ou la ville de quelqu'un d'autre. Il y a des villes peuvent être complètement délaissées de ce conseil communautaire si le président ou la présidente le décide. Donc forcément, ça met les maires et les mairesses même dans des positions qui peuvent être parfois un peu techniques. Mais quand même, on se dit quand même que comme le vote est à bulletin secret, les gens vont au moins, je l'espère, on va dire montrer leur soutien de cette façon-là. Et du coup, il y avait combien? Donc le vote s'est passé. Donc tu étais candidate, Anna-Zélise, contre Xavier Bonnefond. Et il y avait 75 votants, il me semble, c'est ça? Tout à fait. 89% des voix sont allées à Xavier Bonnefond. Donc 67 voix pour Xavier Bonnefond. 5 nuls, si je dis pas de bêtises. 5 blancs, pardon. Et donc 3 pour toi, Anna-Zélise. Donc bien sûr, on imagine vos 3 voix. Donc voilà, ça veut dire que absolument personne a décidé de vous apporter le soutien. Donc on est d'accord que, alors peut-être que pour les gens ça représente pas grand-chose de ce qu'on est en train de dire, mais en fait c'est quand même quelque chose de très très fort. C'est vraiment montrer que absolument aucune commune a décidé de faire de cet endroit un lieu politique et a préféré prendre. Et alors là c'est pas du tout un jugement de valeur ce que je vais dire, mais a préféré prendre le pli de satisfaire, on va dire, le président le président de l'agglo, pour être sûr que sa ville puisse avoir au moins des mandats de vice-président ou de conseiller, j'imagine, et que on va dire que les affaires continuent de bien tourner à ce niveau-là. Tout à fait. Les lignes politiques, en fait, s'effacent à l'entrée du conseil communautaire. Et ça, effectivement, on ne peut que s'en affliger. Mais c'est aussi très intéressant du point de vue des dynamiques, parce que finalement, ce qui va primer, c'est des relations interpersonnelles. Et on se rend très bien compte, en fait, ça se joue beaucoup, notamment au moment des petits fours après le conseil communautaire, où les gens discutent les uns avec les autres et parlent des intérêts de leur ville et de ce qu'ils ou elles
aimerait mettre en avant via le conseil communautaire. Donc il y a vraiment des questions d'intérêt, de comment est-ce que moi, je peux t'aider sur un sujet, donc en retour, tu vas pouvoir me rendre l'appareil. Et donc, nous, on arrive dans ce conseil communautaire. Effectivement, on est nouveau, on connaît pas encore nos autres, nos collègues d'assemblée. Bien sûr. Donc, rentrer dans ce jeu-là, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait. Donc, j'imagine, ouais. D'emblée, dès le premier conseil, c'est effectivement un exercice qui n'est pas évident. Et puis il faut parler des coulisses aussi. Enfin, petite anecdote, en l'occurrence, il y a des élections municipales qui entraînent le fléchage de certains élus vers le conseil communautaire. Pour 38 communes, ça fait quand même beaucoup. Oui, effectivement. Et en quelques semaines, c'est très difficile pour nous de préparer ces discussions, de préparer cette proposition de candidature alternative. Donc on fait la demande officielle par mail au Grand Angoulême d'avoir la liste. Simplement la liste, pas les contacts. La liste renouvelée des élus qui siégeront au conseil communautaire, donc hier. Et la réponse qu'on nous fait la veille du conseil communautaire, c'est nous ne pouvons pas vous la communiquer. Et le lendemain au conseil communautaire, on a sur nos tables une liste des élus communautaires renouvelés pour qu'on puisse émarger en disant qu'on a bien voté lors du vote pour la présidence. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure que c'est un combat permanent, c'est aussi le cas au niveau de l'agglomération. Et nous, ce qu'on s'est dit pendant ce moment où on a fait cette proposition publique, c'est qu'en fait, on joue pas à armes égales. Il n'y a pas de démocratie. Enfin, il faut le dire, il n'y a pas de démocratie à l'échelon intercommunal. Peut-être un simulacre. Et peut-être que ça donnera des choses positives. On peut pas préjuger. Mais il n'y a pas de démocratie puisque on a un président sortant qui a du temps, des moyens et du réseau et l'information pour faire le tour des 38 communes pendant 2 semaines pour réseauter et faire des propositions de vice-présidence en disant de toute façon vous savez que je vais être réélu, donc je vous propose d'être vice-président, vice-présidente. Et nous, on arrive, on n'a pas les infos, on n'a pas les moyens et on doit se concentrer sur le travail au sein du conseil municipal de nos communes respectives, parce que c'est aussi ça notre travail à l'origine. Et donc on n'a pas nécessairement le temps de préparer des candidatures alternatives. Donc c'était un peu perdu d'avance, quoi, si je comprends bien de ton discours. Alors, là, Mathieu. On joue pas à armes égales. Et ça reste quand même une grosse déception pour nous. Parce que quand même, quand on fait de la politique, on peut s'attendre à ce que des élus, même s'ils siègent au conseil communautaire, soient aptes à entrer dans une discussion sur quelles vont être les directions politiques qu'on va donner à l'agglomération. Enfin, je veux dire, le bilan du président sortant, c'est quand même d'avoir augmenté les tarifs du bus de la STGA. Et nous, on propose la gratuité. Donc c'est l'exact inverse. Et on sait qu'il y a des élus au sein du conseil communautaire qui s'étaient prononcés pour une baisse des tarifs. Et actuellement, on ne sait pas si ces personnes-là ont voté pour nous ou pas. Effectivement. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas voté pour vous, ça c'est sûr. Blanc ou Bonnefond, effectivement. Et ça pose un vrai problème de transparence vis-à-vis des électeurs, quoi. Très bien. Mais c'est un échelon qui est absolument pas démocratique, en fait. C'est-à-dire que, en voulant, soi-disant, simplifier la vie politique depuis 2015 avec la loi NOTRe, en fait, on a créé cette espèce de strate de l'intercommunalité qui a énormément de pouvoir, parce que, et beaucoup de moyens, les transports, que ce soit la culture, le logement. En fait, il y a plein de compétences qui dépendent de l'intercommunalité. Et malheureusement, c'est une strate extrêmement opaque. Les habitantes et les habitants, en fait, savent très rarement ce qui s'y passe et comment ça s'y passe, parce que on n'a pas, en tant que citoyenne et citoyen, on n'a pas d'action directe et de retour, surtout, clair de ces conseils communautaires, de comment les délibérations sont prises et de qui prend quelle décision. Qui vote pourquoi, en fait, ça, on ne le sait pas. Et petit point... programme, parce qu'on parle de politique. Pour ce qui est de la France insoumise, il y a une opposition claire contre la loi NOTRe, qui a institutionnalisé cet échelon dont tu parles, Anasilis, de l'intercommunalité. Et il y a vraiment derrière cette idée de revenir à l'échelon de la mairie, la commune, parce que les élus, ils sont directement élus par les citoyens et ils sont mandatés pour appliquer un programme, ce qui n'est pas le cas à l'échelon communautaire, puisque c'est de manière indirecte, exactement. C'est un peu comme le Sénat, en fait, malgré tout ce qu'on peut dire. Et il y a un autre échelon qui est hyper important, c'est celui du département.
le conseil départemental, c'est normalement l'échelon qui justement doit permettre une coopération et parfois un cofinancement aussi des actions qui sont faites par les communes. Ces deux échelons, avec la région qui s'ajoute après, qui sont issus de la Révolution française. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que la droite parle souvent, j'imagine que vous en avez entendu parler, de millefeuille territorial, Oui, bien en sûr. disant... les gens comprennent pas, il y a une multiplicité d'acteurs et d'institutions, il faut tailler dans le gras. Comme par hasard, c'est jamais dans les échelons qui sont directement les plus proches de la population et directement tenus par la souveraineté populaire, en fait, dans lesquels on veut tailler le gras. Parce que les communautés de communes, c'est l'inverse, c'est justement qu'on taille ces échelons-là pour transférer leurs responsabilités vers d'autres échelons. On rattrape le fil. Pardon, la phrase était longue. Mais voilà, et ça c'est extrêmement problématique. Et quand on regarde avec un peu de recul ce qui a été fait avec les conseils d'agglomération, c'est quand même un truc de dingue. Parce que du coup, c'est des gens qui sont pas directement mandatés par les citoyens, qui sont élus indirectement, qui décident pour des compétences qui, à la base, revenaient aux communes. Et qui sont des compétences les plus fondamentales en fait, qui impactent le quotidien des gens, l'accès à l'eau, l'accès au transport, quoi. Sacha, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, globalement ça a été dit, mais c'est vrai que moi du coup j'y étais pas. Mais on a soutenu à distance. C'est ça, on a soutenu à distance les camarades, et en fait ça donne vraiment cette impression de, déjà, je parlais tout à l'heure du fait que le lieu plus les administrations fait que le conseil municipal d'Angoulême est un peu bonapartiste. Là, le conseil communautaire, c'est vraiment la politique des poignées de main en coulisses, la politique, je mets des guillemets à chaque fois, ça se voit pas, mais la politique du relationnel en fait. Et à quel moment, nous, en tant que société, on considère que c'est ça la démocratie, que c'est ça la politique. Nous, franchement, on ne le pense pas. On va essayer le plus possible, avec les 3 camarades qu'on a envoyés, de faire de la transparence, de pouvoir ressortir des infos, des documents et ce qui s'y passe un peu en tsum-tsum. Mais effectivement, cet échelon-là, la manière dont le pouvoir a été délégué et tout le côté relationnel petite main, comme je disais, que ça crée, je pense notamment, si on gagne en 2027, ça sera quelque chose qui sera à revoir lors des constituantes. Très bien. Merci en tout cas pour tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier podcast en tout cas, qui était vraiment très intéressant, qui posait, on va dire, un peu les bases de ce qu'on a envie de faire pour on l'espère, les 7 prochaines années, ou les 6 ou les 5, on ne sait pas encore en fait exactement combien de temps va durer ce mandat municipal. Mais en tout cas, on essaiera de revenir vers vous à peu près tous les 2 conseils municipaux, peut-être tous les conseils, on ne sait pas encore quel rythme on prendra. Mais le but, effectivement, c'est de pouvoir... on va aussi apprendre beaucoup de choses en même temps que vous, parce que voilà, c'est un nouveau mandat pour beaucoup de personnes, donc ça va être beaucoup de pédagogie, et aussi comme l'a dit Sacha à l'instant, beaucoup de transparence en tout cas pour vous raconter un peu ce qui se passe pour tous les gens qui ne pourront pas venir aux conseils municipaux, parce qu'effectivement les conseils se passent généralement en pleine journée pour être bien sûr que les gens ne puissent pas venir, parce que les gens ont un travail. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas on sait pas encore sur quelle plateforme on sera, mais mettez des pouces bleus, mettez des likes, mettez des commentaires. Oui, alors surtout vu qu'on parle politique, surtout nous contacter par nos différents pour nous proposer des choses ou nous faire part de problématiques. Tout à fait, et attendez-vous à voir certains et certaines d'entre nous dans des événements Angoulême. N'hésitez pas à venir nous voir à ce moment-là aussi pour discuter, et nous parler peut-être de choses que vous avez en tête à ce moment-là. Merci Nazilise, merci Mathieu, merci Antoine, merci Sacha. Merci à la technique, du coup, il y avait Seb qui était là, qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui est vraiment qui est super, qui nous a prêté tout ce matériel, qui en plus est un super militant. Voilà, et qui est un super militant avec nous. Il a entendu toutes les fois, on a tapé sur la table et on a éternué, donc c'est ça, effectivement. Donc on vous dit à très vite pour le prochain. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite. Au revoir. À très vite, au revoir.